Que feriez-vous si, à seulement 7 ans, le monde vous avait déjà appris à ne rien demander, parce qu'il n'y avait jamais rien à vous donner? Cet enfant ne rêvait pas de jouets, il ne rêvait pas de voyage, il rêvait de quelque chose de bien plus petit et de bien plus urgent. Un endroit où sa mère pourrait dormir sans peur, où ses frères ne se coucheraient pas affamés. C'est pourquoi, quand tout le monde s'est moqué de lui parce qu'il achetait une vieille maison de bois dont personne ne voulait, il n'a pas hésité. Ce que cet enfant ne savait pas, c'est que cette maison cachait une vérité capable de changer son destin, et qu'avant de la trouver, quelqu'un viendrait pour tout lui arracher. Ce n'est pas une histoire de richesse, c'est une histoire de dignité, de justice silencieuse, et de la façon dont le destin protège parfois ceux qui veulent seulement vivre en paix. Le soleil n'était pas encore levé quand l'enfant ouvrit les yeux. Il n'y avait pas d'horloge dans cette chambre, ce n'était pas nécessaire. Son corps connaissait déjà l'heure exacte à laquelle il devait se lever, toujours avant les autres, toujours en silence. Il se redressa lentement, prenant soin de ne pas réveiller ses frères. Les deux dormaient ensemble, blottis sous une couverture élimée qui avait été blanche autrefois. Maintenant, elle était de la couleur de la terre, de la couleur de tout ce qu'ils avaient dû abandonner plus d'une fois. L'aîné avait 5 ans, le plus jeune à peine 3. Il respirait avec ce calme que seuls les enfants parviennent à avoir, même quand ils ont faim, même quand ils ne savent pas si demain il y aura un toit sur leur tête. L'enfant les observa un instant, juste un instant, car s'il restait plus longtemps, quelque chose en lui commençait à lui faire mal, et il ne pouvait pas se permettre ce luxe. Il mit ses chaussures usées, sans lacets, et sortit dans le couloir au bois grinçant. La maison où il vivait n'était pas à eux, elle ne l'avait jamais été. C'était une vieille construction au milieu d'un domaine appartenant à autrui, où sa mère travaillait en échange d'un toit et de nourriture, à peine de la nourriture. Dehors, l'air était froid, ça sentait la terre mouillée et le bois brûlé. Le ciel était encore d'un violet sombre, avec une ligne dorée à peine visible à l'horizon. Bientôt l'eau poindrait, et avec l'aube viendrait le travail. L'enfant marcha jusqu'au puits et tira de l'eau dans un seau en métal cabossé. Il se lava le visage avec ses mains. L'eau était glacée, elle lui brûlait la peau, mais il ne dit rien, il ne disait jamais rien. Quand il revint à la maison, sa mère était déjà réveillée. Elle était près du foyer, ravivant les braises avec un bâton. Elle avait les cheveux sombres attachés en un chignon serré, les mains pleines de cale, les yeux fatigués, bien que la journée n'ait pas encore commencé. Elle le regarda, elle ne lui dit pas bonjour, ce n'était pas nécessaire. Dans ce regard, il y avait tout, la fatigue, la peur, et quelque chose de plus profond. Quelque chose que l'enfant reconnaissait, parce qu'il le portait en lui aussi, la culpabilité de ne pas pouvoir donner plus. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. L'enfant acquiesça. Mensonge. Il avait encore rêvé de l'expulsion, d'hommes qui criaient, de sa mère qui pleurait en portant ses frères dans ses bras et marchait sur un chemin sans destination. Elle lui tendit un petit morceau de pain, dur, noir, mais c'était tout ce qu'il y avait. L'enfant le rompit en deux, lui rendit la moitié. « Pour mes frères, » dit sa mère. Elle ferma les yeux une seconde seulement, puis elle les rouvrit et rangea le pain dans la poche de son tablier. « Aujourd'hui, ils vont venir me parler, » dit-elle sans le regarder. Le propriétaire du domaine dit qu'il a besoin de la maison. L'enfant sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, comme si une main invisible lui fermait les poumons. « Et où allons-nous aller ?» demanda-t-il d'une voix qui sortit à peine. Elle ne répondit pas, parce qu'elle n'avait pas de réponse. L'enfant sortit de nouveau dans les champs. Le soleil était déjà haut, doré, brutal. La chaleur commençait à monter de la terre, comme si le sol respirait du feu. Il marcha jusqu'à l'étable, où les vaches attendaient d'être traites. Ce n'était pas son travail, mais il le faisait quand même, car chaque chose qu'il faisait sans qu'on le lui demande était une raison de moins pour qu'on les expulse. Il travailla toute la matinée, traita les vaches, apporta de l'eau, répara une clôture brisée avec du vieux fil de fer. Les mains lui faisaient mal, le dos aussi, mais il ne s'arrêtait pas. En milieu de matinée, l'un des ouvriers du domaine s'approcha. Un homme grand, à la barbe grise et aux yeux aimables. « Petit, tu vas te tuer à travailler comme ça, » lui dit-il avec un sourire triste. « Tu as 7 ans, tu devrais jouer. » L'enfant le regarda, non pas avec rébellion, mais avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. « Je n'ai pas le temps de jouer, » répondit-il. L'homme soupira, lui posa une main sur l'épaule. « Je sais que les choses sont difficiles, mais ta mère n'est pas coupable, et toi non plus. » L'enfant acquiesça, mais au fond de lui, il n'y croyait pas, parce que si quelqu'un devait résoudre cela, c'était lui. Il était l'aîné, c'était lui qui devait trouver le moyen. À midi, l'enfant retourna à la maison. Sa mère était assise dehors sur un banc en bois. Elle avait les mains sur ses genoux, immobile, trop immobile. Il sut avant même qu'elle ne parle ce qui s'était passé. « Il nous donne 2 semaines, » dit-elle d'une voix atone. « Après, nous devons partir. » L'enfant sentit le monde basculer, comme si la terre sous ses pieds cessait d'être ferme. « Et où allons-nous aller ?» demanda-t-il de nouveau, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Elle secoua la tête. « Je ne sais pas, mon fils. Je ne sais pas. » Cette nuit-là, l'enfant ne dormit pas. Il resta éveillé à regarder le plafond de bois, écoutant la respiration de ses frères, écoutant les sanglots silencieux de sa mère dans la pièce d'à côté. Et ce fut à ce moment-là, au milieu de l'obscurité, qu'il prit une décision. Il n'allait pas permettre qu'il se retrouve encore sans rien. Il n'allait pas laisser sa mère continuer à porter ce poids seul. Il n'allait pas permettre que ses frères grandissent en sachant que le monde n'avait pas de place pour eux. Il allait trouver un endroit, même s'il devait le chercher les mains vides, même si personne ne croyait en lui. Car il ne demandait pas la richesse. Il ne
demandait pas le confort. Ils demandaient seulement un endroit où ils pourraient rester, un endroit que personne ne pourrait leur enlever. Le lendemain, l'enfant commença à demander. D'abord à l'ouvrier à la barbe grise, puis à d'autres travailleurs des domaines voisins. Il demandait des maisons, des terres, n'importe quel endroit qui serait à vendre. Tous riaient, avec tendresse, avec pitié, mais ils riaient. Petit, une maison coûte de l'argent et tu n'as même pas de quoi manger. Mais l'enfant ne s'arrêtait pas. Il continua à demander, continua à chercher, jusqu'à ce qu'un jour, un vieil homme lui parlait d'une maison. Une vieille maison abandonnée dont personne ne voulait. Elle s'écroule presque, lui dit le vieil homme. Le bois est pourri, il n'y a pas de fenêtre, au milieu de nulle part. L'enfant le regarda avec des yeux brillants. Combien coûte-t-elle? Le vieil homme rit, mais c'était un rire doux. On dit que le propriétaire la vend pour presque rien, parce que personne n'en veut. Mais petit, ce n'est pas un foyer, c'est une ruine. L'enfant prit une profonde inspiration. Pouvez-vous m'emmener la voir? Et le vieil homme, ému par ce regard, acquiesça. 2 jours plus tard, l'enfant se trouvait devant cette maison. C'était tout ce que le vieil homme avait dit. Et pire encore, les murs étaient gris, le toit enfoncé dans un coin, la porte tordue. Il n'y avait pas de vitres ou fenêtres, seulement des trous sombres. Mais l'enfant ne vit pas cela. Il vit un endroit où sa mère pourrait se reposer, où ses frères pourraient courir sans peur, où il pourrait rester. Combien? Demanda-t-il au vieil homme. 50 pièces, répondit l'homme, presque honteux de le dire. 50 pièces, une fortune pour eux, une fortune impossible. Mais l'enfant ne baissa pas les yeux. Je vais les obtenir. Le vieil homme le regarda. Il vit quelque chose dans cet enfant qui l'émut, une force qui ne devrait pas se trouver dans un corps si petit. Mon fils, où vas-tu trouver cet argent? L'enfant le regarda fixement. Je ne sais pas, mais je vais l'obtenir. Et à ce moment-là, sous le ciel ouvert, avec le vent soufflant entre les planches brisées de cette maison dont personne ne voulait, l'enfant fit une promesse silencieuse. Il allait acheter cette maison. Peu importe combien il devrait travailler, peu importe combien il devrait sacrifier, car cette maison n'était pas seulement du bois et des clous. C'était la seule chance qu'ils avaient de ne plus jamais s'être perdus. L'enfant ne dit rien à sa mère, pas encore, car il savait ce qu'elle dirait. Il savait qu'elle le regarderait avec ses yeux pleins d'amour et de tristesse, et qu'elle lui demanderait d'arrêter de rêver, d'accepter ce qu'il était, de ne pas se faire d'illusions. Mais il ne pouvait pas faire ça, pas après avoir vu la maison, pas après avoir ressenti pour la première fois depuis longtemps quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Alors il commença à travailler plus qu'avant, plus que ce que son petit corps devrait supporter. Il se levait avant l'aube, trayait les vaches, portait de l'eau, nettoyait les étables, réparait les clôtures. Et quand il avait fini au domaine où il vivait, il marchait jusqu'à d'autres domaines voisins et offrait ses bras. Les hommes le regardaient avec pitié. Certains lui donnaient du travail, d'autres lui donnaient des pièces sans rien lui demander en échange, juste pour qu'il s'achète de quoi manger. Mais l'enfant ne dépensait pas ses pièces. Il les gardait une par une dans un morceau de vieux tissu qu'il cachait sous son matelas. Chaque nuit, avant de dormir, il les comptait en silence, avec ses doigts tremblants de fatigue. 3 pièces, 5 pièces, 8 pièces. Il en manquait encore 42. Les jours passèrent, puis les semaines. Le corps de l'enfant commença à montrer des signes. Il avait des cernes profonds, les mains pleines d'ampoules, ses vêtements de plus en plus larges sur ses os. Sa mère le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua. Une nuit, alors qu'il se lavait les mains dans le seau d'eau, elle s'approcha. Elle lui toucha l'épaule avec douceur. Mon fils, que fais-tu? L'enfant ne la regarda pas. Je travaille, répondit-il d'une voix fatiguée. Je le sais, mais tu es en train de te tuer, et tu n'as pas à faire ça. Il ferma les yeux, sentit les larmes commencer à pousser, mais il les ravala, comme toujours. Si, je dois le faire, dit-il à voix basse. Elle s'agenouilla devant lui prit le visage entre ses 2 mains, ses mains rugueuses et chaudes qu'il connaissait tant. Regarde-moi, lui demanda-t-elle. Il la regarda et vit la même chose que d'habitude. Amour, culpabilité, fatigue. Ce n'est pas ta responsabilité de nous sauver, lui dit-elle d'une voix brisée. Tu es un enfant, seulement un enfant. Il secoua la tête, lentement, fermement. Mais je peux aider. Elle le serra fort contre elle, comme si elle voulait le protéger de tout, du monde, de la faim, de l'injustice. Mais l'enfant savait que les câlins ne suffisaient pas. Les câlins ne payaient pas les maisons. Il continua à travailler jour après jour, semaine après semaine. Et un jour, quand il compta les pièces à la lumière de la lune, il arriva à 30. Il en manquait encore 20, mais c'était plus qu'il n'en avait jamais eu. C'est alors que le vieil homme revint le chercher. Il le trouva près de l'étable, portant un sac de maïs qui pesait presque autant que lui. Petit, l'appela-t-il d'une voix douce. L'enfant posa le sac au sol et se redressa. Il avait le front plein de sueur, les jambes tremblantes. Oui, monsieur. Le vieil homme le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la douleur. J'ai parlé au propriétaire de la maison. Le cœur de l'enfant s'arrêta. Et il dit que si tu obtiens 35 pièces, il te la vend. L'enfant cligna des yeux. Il sentit que l'air lui manquait. 35, répéta-t-il presque sans y croire. Le vieil homme acquiesça. Je lui ai dit que tu étais un enfant qui travaillait comme un homme, que ta famille avait besoin d'un endroit. Et je ne sais pas si c'était par compassion ou par pitié, mais il a accepté de baisser le prix. L'enfant sentit quelque chose éclater dans sa poitrine. Quelque chose de grand, quelque chose de brillant. 35 pièces. Il en avait 30. Il ne lui manquait que 5. Quand? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Quand a-t-il besoin de l'argent? Dans une semaine, répondit le vieil homme. Après cela, il dit qu'il va la démolir, que le terrain lui est plus utile vide qu'avec cette ruine dessus. L'enfant acquiesça. Il déglutit. Je vais l'obtenir. Le vieil homme le regarda avec tristesse, avec admiration, avec quelque chose qu'il ne savait nommer. Mon fils, je ne sais pas comment tu vas faire, mais si quelqu'un le peut, je crois que c'est toi. Cette semaine-là, l'enfant travailla comme jamais auparavant. Il dormait à peine, mangeait à peine. Il travaillait seulement. Il portait des pierres, nettoya des enclos, aidait à la récolte. Chaque pièce qu'il recevait, il la gardait comme si c'était un morceau de sa vie, parce que c'était le cas. Au 5e jour, il avait 33 pièces. Au 6e jour, 34. Et le 7e jour, alors que le soleil commençait à tomber, un homme s'approcha de lui sur le chemin. C'était un vieux commerçant, à la barbe blanche et aux yeux fatigués. Petit, peux-tu m'aider à charger ces caisses dans ma charrette? L'enfant acquiesça. Sans hésiter, il chargea les caisses une par une. Elles étaient lourdes, ses bras lui faisaient mal, mais il ne s'arrêtait pas. Quand il eut fini, l'homme lui tendit 2 pièces. Merci mon garçon, que Dieu te bénisse. L'enfant les reçut avec des mains tremblantes, les regarda, les serra dans son poing. 35 pièces. Il avait réussi. Il courut comme jamais auparavant, sur le chemin de terre entre les arbres, jusqu'à la maison du vieil homme. Il frappa à la porte avec urgence. Le vieil homme ouvrit, le regarda avec surprise. Petit, que s'est-il passé? L'enfant sortit le morceau de tissu, le déballa. Les pièces brillèrent sous la lumière du crépuscule. 35, dit-il d'une voix entrecoupée.
recoupés. Je les ai. Le vieil homme le regarda en silence, puis sourit. Un sourire plein d'émotion. Alors, demain nous parlerons au propriétaire. Cette nuit-là, l'enfant ne put dormir, non de fatigue, mais de quelque chose de différent, de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le lendemain, le vieil homme l'emmena dans un village voisin, dans un petit bureau poussiéreux, où un homme en costume sombre les attendait. L'homme regarda l'enfant avec méfiance. C'est lui l'acheteur, demanda-t-il presque en se moquant. Le vieil homme acquiesça. C'est lui. L'enfant sortit les pièces, les posa sur la table une par une. L'homme les compta en silence, avec des doigts rapides. Quand il eut fini, il leva le regard. C'est bien 35, confirma-t-il avec une expression neutre. Puis il sortit un papier, un document vieux et taché, le signa, y apposa un sceau, et le poussa vers l'enfant. La maison est à toi. L'enfant le regarda le papier, regarda le vieil homme, et, pour la première fois depuis longtemps, sourit. Quand il revint au domaine, il faisait déjà nuit. Sa mère l'attendait dehors, les bras croisés et le visage plein d'inquiétude. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix dure. « Je t'ai cherché partout. » L'enfant s'approcha, sortit le papier plié de sa poche. « Maman, j'ai acheté une maison. » Elle cligna des yeux comme si elle ne comprenait pas. « Quoi ? J'ai acheté une maison » répéta-t-il en tendant le papier. « Elle est à nous. » Elle prit le papier, l'ouvrit, le lut lentement, ses yeux s'ouvrant de plus en plus. Puis elle commença à pleurer. Non de tristesse, non de désespoir, mais de soulagement, de gratitude, de quelque chose qui ressemblait à de la foi. « Mon fils, comment ?» L'enfant se contenta de la serrer dans ses bras. « Nous avons enfin un endroit, maman. On ne va plus nous expulser. » Elle le serra contre sa poitrine et pleura encore. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, ils dormirent avec autre chose que de la fatigue. Ils dormirent avec de l'espoir. Le lendemain, tous les quatre marchèrent jusqu'à la maison par le sentier de terre entre les arbres. Sous le soleil du matin, les frères cadets couraient devant, criaient, riaient, sans comprendre tout à fait ce qui se passait, sachant seulement que quelque chose de bon était arrivé. Quand ils arrivèrent, la maison était toujours la même, vieille, brisée, grise. Mais maintenant, elle était à eux. La mère resta debout devant la porte, la regardant avec les yeux pleins de larmes. « Ce n'est pas grand-chose, dit l'enfant à voix basse, mais c'est à nous. » Elle le regarda, lui caressa les cheveux. « C'est tout, répondit-elle. » Et ils entrèrent. L'intérieur sentait le bois humide, la poussière, l'abandon. Mais ils sentaient aussi la possibilité. Les frères coururent dans les pièces vides. Leurs pas résonnaient sur le sol aux planches détachées. La mère marcha lentement, touchant les murs comme si elle voulait s'assurer qu'ils étaient réels. Et l'enfant resta simplement debout au milieu du salon, regardant par la fenêtre brisée, regardant le ciel, et sentant pour la première fois que le monde n'était pas seulement un endroit dont l'on vous chassait, mais un endroit où l'on pouvait aussi rester. Ce jour-là commença la transformation. Ils n'avaient pas d'argent pour embaucher qui que ce soit. Ils n'avaient pas d'outils neufs, ils n'avaient pas de matériaux coûteux. Mais ils avaient des mains, ils avaient de la volonté, et ils avaient quelque chose de plus important que tout le reste. Ils avaient une raison. L'enfant fut le premier à commencer. Il sortit dans la forêt voisine et commençait à ramasser des branches tombées, les plus droites, les plus solides. Il les rapporta une par une, jusqu'à former une pile près de la maison. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça » demanda sa mère. « Je vais réparer le toit » répondit-il sans hésiter. Elle le regarda. Elle vit sur ce petit visage la même force qu'il avait maintenue en vie toutes ces années, la même qui lui avait permis de continuer quand tout semblait perdu. « Alors moi, je vais nettoyer » dit-elle. Et ainsi, sans plus de mots, ils commencèrent. La mère balaya l'intérieur de la maison, sortit la poussière accumulée depuis des années, nettoya le toile d'araignée dans les coins, lava le sol avec de l'eau froide et un vieux chiffon. L'enfant monta sur le toit avec précaution, avec peur, mais il monta. De là-haut, il pouvait tout voir, la forêt, les champs lointains, le chemin de terre qui les avait menés jusqu'ici. Et il ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Cette nuit-là, alors qu'il dînait de pain dur et d'eau, la mère regarda ses enfants. « Savez-vous quel jour on est » demanda-t-elle. Les enfants secouèrent la tête. Elle sourit. Un sourire petit, mais réel. « Cela fait aujourd'hui 1 mois que nous sommes arrivés ici. » L'enfant leva le regard. Il ne l'avait pas remarqué. Il avait été si occupé à travailler que les jours étaient devenus flous. « Et sais-tu quoi d'autre » continua-t-elle d'une voix douce. « Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas peur que quelqu'un vienne nous expulser. » L'enfant sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été serré pendant si longtemps qu'il ne se rappelait plus ce que c'était que de respirer sans cette pression. « Moi non plus, maman. » Elle tendit la main. Il la prit. Et ils restèrent ainsi en silence, ressentant le poids du moment. Les jours continuèrent de passer et la maison continua de changer. Un jour, l'enfant trouva une vieille porte abandonnée sur le chemin. Il la traîna jusqu'à la maison, la nettoya, la plaça dans le cadre qui était resté vide depuis toujours. Maintenant, ils avaient une vraie entrée. Un autre jour, la mère trouva du travail de ménage dans une maison du village. On ne payait pas beaucoup, mais c'était assez pour acheter de la nourriture et quelques objets pour la maison. Elle acheta des clous, acheta un marteau d'occasion, acheta 2 couvertures neuves. Et une nuit, quand les enfants dormaient déjà, elle acheta une bougie, l'alluma, la plaça à la fenêtre. Et pour la première fois, la maison eut sa propre lumière. L'enfant la vit de l'extérieur en revenant de ramasser du bois, cette petite flamme dorée brillant dans l'obscurité, et il sentit quelque chose fleurir en lui. Ce n'était plus seulement une maison, c'était un foyer. Mais tout ne fut pas facile. Il y eut des jours de pluie où le toit se remit à fuir. Il y eut des nuits de froid où les couvertures ne suffisaient pas. Il y avait des moments où la fatigue était si grande que la mère pleurait en silence, pensant que ses enfants ne l'entendaient pas. Mais l'enfant l'entendait, et chaque fois qu'il l'écoutait, il travaillait plus dur le lendemain, car il savait que la douleur de sa mère n'était pas de la faiblesse, c'était de l'amour. Un après-midi, alors que l'enfant réparait une planche détachée sur le sol, son frère de 5 ans s'approcha. « Pourquoi travailles-tu autant » lui demanda-t-il avec cette curiosité
innocente des enfants. L'enfant s'arrêta de travailler, le regarda. Parce que je veux que cette maison soit forte. Pourquoi? Parce que si elle est forte, personne ne pourra nous la prendre. Le petit garçon acquiesça comme s'il comprenait, bien qu'il ne le fît probablement pas. Mais il resta assis là près de son frère aîné, le regardant travailler. Et à ce moment-là, sans le savoir, il apprenait quelque chose d'important. Que l'amour ne se dit pas seulement, il se construit. Un jour, l'enfant décida de planter quelque chose. Il ne savait pas bien quoi. Il savait seulement qu'il voulait que la maison ait de la vie autour d'elle. Il trouva des graines dans la forêt. Il ne savait pas de quelle plante il s'agissait, mais il les planta quand même. Il les arrosa avec l'eau du puits, prit soin, les protégea du soleil trop fort, et un matin, il vit une pousse verte sortir de la terre. Petite, fragile, mais vivante. Il courut chercher sa mère. « Regarde, maman, ça a poussé !» Elle s'agenouilla près de lui, regarda la petite plante et sourit. « Tu vois ?» lui dit-elle en lui touchant la tête. « Tout ce dont on prend soin avec amour grandit. » L'enfant regarda la plante, puis regarda la maison, puis regarda sa mère. Et il comprit. 2 mois passèrent depuis leur arrivée, et la maison n'était plus la même. Maintenant, elle avait un toit solide, des fenêtres couvertes, une porte qui fermait, un sol sans planches détachées. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Et surtout, c'était à eux. Une nuit après le dîner, la mère réunit ses 3 enfants. « Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-elle d'une voix sérieuse. Cette maison n'est pas seulement du bois et des clous. C'est le résultat de tout ce que nous avons traversé, de tout ce que nous avons perdu, et de tout ce que nous avons décidé de ne plus jamais perdre. » Les enfants la regardaient en silence. « Ici, nous allons être bien, continua-t-elle. Nous ne serons pas riches, nous n'aurons pas de luxe, mais nous aurons quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. »« Quoi, maman ?» demanda l'enfant. Elle sourit, les yeux pleins de larmes. La paix. Et ce mot si simple, si profond, resta flottant dans l'air. La paix. Cette nuit-là, l'enfant sortit marcher seul sous les étoiles. Il se tint devant la maison, la regardait vraiment, et ressentit quelque chose qu'il ne savait nommer. Gratitude, fierté, espoir, tout mélangé. Car cette maison que tous avaient rejetée, que personne n'avait voulu, qui s'écroulait presque, cette maison les avait sauvés. Et il le savait. Ce que l'enfant ne savait pas, c'est que cette maison gardait encore des secrets qui allaient bientôt tout changer. Mais cette nuit-là, sous les étoiles, avec le vent doux et le silence de la campagne, l'enfant ne ressentit que de la gratitude, car pour la première fois de sa vie, il avait un endroit qu'il pouvait appeler son foyer. Le matin commença comme tous les autres, avec le chant des oiseaux, avec le soleil se glissant par les fenêtres couvertes de tissu, avec l'odeur de terre mouillée qui arrivait de l'extérieur. L'enfant se leva tôt comme toujours, se lava le visage à l'eau froide du puits, aida sa mère à préparer le petit déjeuner, du pain dur, une infusion d'herbe, rien de plus, mais c'était suffisant. Les frères cadets jouaient dehors, leur rire remplissait l'air. La mère souriait en cousant un morceau de tissu déchiré. Tout allait bien, tout était en paix, jusqu'à ce qu'ils entendent le bruit d'un cheval. Il n'était pas courant que quelqu'un passe par là. La maison était loin du chemin principal, loin du village, loin de tout. C'est pourquoi, quand le son des sabots se fit plus fort, la mère leva le regard et quelque chose dans son expression changea. L'enfant le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Elle ne répondit pas, se leva simplement, s'essuya les mains sur son apprier et sortit. L'enfant la suivit. Un homme descendait de son cheval. Il était grand, portait un costume sombre, un chapeau à large bord, des bottes brillantes qui ne semblaient pas faites pour marcher dans la terre. Il avait le visage dur, les yeux froids, et une façon de bouger qui donnait l'impression que tout ce qu'il voyait lui appartenait. Il s'approcha, à pas lents, assuré, comme s'il avait tout le temps du monde. La mère croisa les bras instinctivement, comme un bouclier invisible. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. L'homme la regarda de haut en bas avec une expression qui n'était pas exactement du mépris, mais presque. « Vous vivez ici ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, monsieur, c'est notre maison. » L'homme laissa échapper un rire court, sans humour. « Votre maison ?» répéta-t-il comme si le mot l'amusait. La mère fronça les sourcils. « Oui, nous l'avons acheté il y a 2 mois. » L'homme sortit un papier plié de sa poche, l'ouvrit, le regarda, puis la regarda. « Je crains qu'il y ait un problème avec ça. » L'enfant sentit quelque chose se serrer dans son estomac. « Quel problème ?» demanda la mère d'une voix plus tendue. L'homme fit un pas en avant, montra le papier. « Ce terrain et cette maison appartiennent à ma famille depuis plus de 30 ans. » L'enfant sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas possible, » dit la mère d'une voix tremblante. « Nous avons acheté cette maison légalement, nous avons les papiers. » L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire aimable. « Les papiers que vous avez ne valent rien, car cette propriété n'aurait jamais dû être vendue. Mon père l'a laissée en héritage et je suis le seul héritier légitime. » La mère secoua la tête rapidement, désespérée. « Non, non, ce n'est pas vrai, nous avons payé, nous avons travaillé, cette maison est à nous. » L'homme rangea le papier, ajusta son chapeau. « Madame, je vous suggère de chercher un autre endroit, car dans 2 semaines, je vais réclamer ce qui est à moi. Et si d'ici là vous êtes encore ici, je ferai venir les autorités. » L'enfant sentit quelque chose exploser en lui, quelque chose de chaud, quelque chose de furieux. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il en faisant un pas en avant. L'homme le regarda pour la première fois, comme s'il l'avait à peine remarqué. « Et toi, qui es-tu, petit ?»« Je suis celui qui a acheté cette maison, » répondit-il d'une voix tremblante mais ferme. « Avec mon propre argent, avec mon propre travail. » L'homme l'observa en silence, puis il laissa échapper un autre rire, plus fort cette fois. « Toi, dit-il presque avec incrédulité. Un enfant de 7 ans a acheté cette maison. » Oui, l'homme secoua la tête comme s'il parlait à quelqu'un qui ne comprenait rien. « Petit, je ne sais pas ce qu'on t'a vendu, mais ce n'était pas une maison, c'était un mensonge. » L'enfant sentit les larmes commencer à pousser, mais il les contint de toutes ses forces. « Nous avons les papiers, insista-t-il. Le propriétaire nous l'a vendu. Tout était légal. » L'homme fit un pas de plus, s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. Et quand il parla, sa voix était basse, dangereuse. « Les papiers ne signifient rien si je dis qu'ils ne signifient rien. Tu comprends ?» L'enfant ne répondait pas, parce qu'il ne savait pas quoi dire, parce qu'il venait de comprendre quelque chose de terrible, que la justice ne gagnait pas toujours, que parfois le pouvoir était plus fort que la vérité. L'homme se redressa, regarda la mère. 2 semaines, répéta-t-il.
Après cela, je ne veux plus vous voir ici. » Et sans attendre de réponse, il monta sur son cheval et partit. Le son des sabots s'éloigna lentement jusqu'à disparaître complètement. Et la seule chose qui resta fut le silence. Un silence pesant, écrasant. La mère resta debout à regarder le chemin vide, les mains tremblantes. L'enfant la regarda et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il vit sa mère brisée. « Maman » murmura-t-il. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et quand elle les ouvrit, il y avait des larmes. « Ce n'est pas possible, dit-elle d'une voix cassée. Ça ne peut pas recommencer. » L'enfant sentit quelque chose se briser en lui. « Maman, on va arranger ça. On va... » « Comment ?» l'interrompit-elle d'une voix dure. « Comment allons-nous arranger ça? Cet homme a le pouvoir, il a l'argent. Et nous n'avons rien. Nous avons les papiers, insista l'enfant avec désespoir. Elle le regarda et dans ses yeux, l'enfant vit quelque chose de pire que la tristesse. Il vit la défaite. « Les papiers n'importent pas, mon fils. Pas quand quelqu'un de puissant dit qu'ils n'importent pas. » Et ces mots tombèrent sur l'enfant comme des pierres, car il savait qu'ils étaient vrais. Cette nuit-là, personne ne dîna, personne ne parla, personne ne dormit. La mère resta assise près de la fenêtre, regardant l'obscurité les yeux vides. Les frères cadets, qui ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait, se serraient l'un contre l'autre en silence, sentant que quelque chose de mal était arrivé. Et l'enfant resta éveillé toute la nuit à regarder le plafond, sentant que tout l'effort, tout le travail, toute la douleur avaient été inutiles, car ils allaient encore tout perdre. Le lendemain, l'enfant alla chercher le vieil homme, celui-là même qui l'avait aidé à acheter la maison. Il le trouva dans sa petite cabane à l'orée du village. « Monsieur, dit l'enfant d'une voix urgente, j'ai besoin de votre aide. » Le vieil homme le regarda et sut, avant même que l'enfant ne parle, que quelque chose de mal était arrivé. « Que s'est-il passé, mon fils ?» L'enfant lui raconta tout. L'homme au costume sombre, les menaces, les papiers qui soi-disant ne valaient rien. Le vieil homme écouta en silence, et quand l'enfant eut fini, il poussa un long soupir fatigué. « Je connais cet homme, dit-il d'une voix grave. Il vient d'une famille puissante. Cela fait des années qu'il réclame des terres qu'il prétend être siennes. Et est-ce vrai ?» demanda l'enfant avec désespoir. Le vieil homme secoua la tête. « Je ne sais pas, mon fils, mais la vérité n'importe pas parfois. Ce qui importe, c'est qui a le plus de pouvoir pour la défendre. » L'enfant sentit qu'il touffait. « Alors, nous allons perdre la maison. » Le vieil homme le regarda avec tristesse. « Je ne sais pas, mais je vais essayer de me renseigner. Je vais parler à quelques personnes pour voir si nous pouvons faire quelque chose. » L'enfant acquiesça, mais au fond de lui, il ne ressentait plus d'espoir, car il avait appris quelque chose de terrible, que le monde n'était pas juste, que l'effort n'était pas toujours suffisant, et que parfois, on pouvait perdre, malgré toute la lutte. Les jours passaient lentement, comme si le temps lui-même était devenu pesant. La maison, qui était autrefois pleine de vie, était maintenant silencieuse. Personne ne travaillait, personne ne réparait rien, personne ne parlait. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi continuer à construire si quelqu'un allait venir tout détruire? L'enfant essayait de continuer, essayait de garder espoir, mais chaque jour qui passait, il le sentait s'éloigner. Un après-midi, alors qu'il était assis dehors à regarder l'horizon, sa mère s'approcha, s'assit près de lui, en silence. Ils passèrent plusieurs minutes ainsi, sans parler, jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. « Je suis désolé, mon fils. » L'enfant la regarda. « Pourquoi? » « Parce que j'ai cru que cette fois ce serait différent. J'ai cru que cette fois nous allions pouvoir rester. » L'enfant sentit les larmes commencer à couler, et cette fois il ne les arrêta pas. « Moi aussi j'y ai cru, maman. » Elle le serra fort, comme si elle voulait le protéger de toute la douleur du monde, mais elle ne le pouvait pas, car la douleur était déjà là, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, l'enfant sortit dehors, se tint devant la maison, la regarda à la lumière de la lune, et ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. De la rage contre le monde, contre l'injustice, contre cet homme qui était venu tout détruire, mais surtout de la rage contre lui-même, pour avoir cru qu'il pouvait changer quelque chose, pour avoir cru que l'effort suffisait, pour avoir cru qu'il méritait mieux. Et à ce moment-là, au milieu de l'obscurité, l'enfant fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il cria de toutes ses forces vers le ciel, vers le silence, vers le néant. Et quand il eut fini, il se laissa tomber à genoux et pleura. Il pleura comme jamais auparavant, parce qu'il venait de comprendre quelque chose qu'aucun enfant ne devrait comprendre, que parfois, malgré tous vos efforts, le monde vous enlève simplement tout et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'en empêcher. Les jours qui suivirent furent les plus sombres que la famille avait vécus depuis leur arrivée à la maison. Non parce que la nourriture manquait, non parce qu'il faisait froid, mais parce qu'ils avaient recommencé à ressentir quelque chose qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. La peur de ne rien avoir, de n'être rien, de se retrouver à nouveau perdus dans un monde qui n'avait pas de place pour eux. La mère cessa de sourire, cessa de cuisiner avec soin, cessa de réparer les choses qui se cassaient. Pourquoi faire, si dans quelques jours tout cela ne serait plus à eux? Les frères cadets ressentaient la tension. Ils ne comprenaient pas les mots, mais ils comprenaient le silence, ils comprenaient les regards vides, ils comprenaient que quelque chose de terrible allait arriver, et ils cessèrent de jouer. Ils restaient près de leur mère, accrochés à sa jupe, comme s'ils avaient peur que s'ils s'éloignaient, elle disparaisse. Et l'enfant essaya de continuer à être fort, essaya de continuer à travailler, à réparer, à croire. Mais chaque jour était plus difficile, car chaque nuit, quand il se couchait, il entendait sa mère pleurer, et il n'y avait rien qu'il pût faire pour arrêter ses larmes. Un matin, le vieil homme revint. L'enfant le vit arriver de loin, et ressentit une étincelle d'espoir. Petite, fragile. Il courut à sa rencontre. « Qu'avez-vous découvert ?» demanda-t-il à bout de souffle. « Avons-nous pu faire quelque chose ?» Le vieil homme le regarda, et l'enfant sut, avant même qu'il ne parle, quelle serait la réponse. « Je suis désolé, mon fils. J'ai parlé à plusieurs personnes. Je suis même
même allé voir les registres du village, et le vieil homme soupira. Cet homme a des documents qui appuient sa réclamation. Il dit que son père était propriétaire de ces terres il y a 30 ans, et qu'il n'a jamais signé de vente. L'enfant sentit que le sol s'enfonçait sous ses pieds. Mais nous avons aussi des papiers, le propriétaire nous les a donnés, il a signé, tout était légal. Le vieil homme acquiesça, je le sais. Mais le problème est que les papiers de cet homme sont plus anciens. Et dans des cas comme celui-ci, la loi favorise celui qui a les documents les plus vieux. Ce n'est pas juste, dit l'enfant d'une voix cassée. Non mon fils, ça ne l'est pas. L'enfant ferma les yeux, sentit que quelque chose en lui abandonnait. Alors il n'y a rien que nous puissions faire? Le vieil homme posa une main sur son épaule. Tu pourrais essayer de porter l'affaire devant un tribunal, mais cela coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et du temps. Et même ainsi, il n'y a aucune garantie que tu gagnes. L'enfant ouvrit les yeux, regarda le vieil homme. Combien d'argent? Plus que ce que ta famille possède, plus que ce que vous pourriez obtenir en des années. Et ce fut le coup de grâce, car l'enfant sut à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'issue, que peu importe combien ils avaient travaillé, combien ils avaient souffert, combien ils avaient espéré, ils allaient perdre. Cette nuit-là, l'enfant raconta tout à sa mère. Elle écouta en silence, sans interrompre, sans pleurer. Et quand il eut fini, elle se contenta d'acquiescer. « Je le savais déjà », dit-elle d'une voix atone. L'enfant la regarda avec surprise. « Comment ?» Elle le regarda, et dans ses yeux il y avait quelque chose de pire que la tristesse. Il y avait de la résignation, parce que c'est toujours comme ça. Chaque fois que nous commençons à croire que les choses peuvent s'améliorer, quelque chose vient et nous enlève tout. Maintenant, non. Si mon fils, ne dis rien. Je ne veux plus entendre que ça va aller, parce que ça n'ira pas, ça ne va jamais. L'enfant sentit qu'il étouffait. Alors qu'allons-nous faire? Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Nous allons commencer à faire nos bagages, parce que dans une semaine, cet homme va revenir, et quand il le fera, nous ne serons plus ici. Et où allons-nous aller? Elle ne répondait pas, parce qu'elle n'avait pas de réponse. Les jours continuèrent de passer, lents, douloureux. La mère commença à ranger les quelques affaires qu'ils possédaient, les couvertures, les vêtements, les ustensiles de cuisine, tout ce qu'ils avaient apporté, tout ce qu'ils avaient obtenu, sauf la maison qu'ils avaient réparée de leurs propres mains, la maison qui avait été leur refuge, leur espoir, leur foyer. Celle-là, ils ne pouvaient pas l'emporter. L'enfant n'aida pas à faire les bagages, il ne le pouvait pas. Au lieu de cela, il passait des heures assis dehors à regarder la maison, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire, la porte qu'il avait traînée depuis le chemin, le toit qu'il avait réparé planche par planche, la fenêtre avec le morceau de verre qu'il avait trouvé dans la forêt, la petite plante qui avait poussé près de l'entrée, tout car il savait que bientôt, il ne serait plus là pour le voir. Un après-midi, son frère de 5 ans s'assit près de lui. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda-t-il, avec cette innocence qui brise les cœurs. L'enfant le regarda et ne sut quoi dire. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que le monde était injuste, que l'effort n'était pas toujours suffisant, que parfois on perdait tout simplement. « Je suis fatigué », répondit-il, car c'était la seule chose qu'il pouvait dire. Le petit garçon le serra dans ses bras. « Alors repose-toi, je m'occupe de toi. » Et à ce moment-là, l'enfant aîné sentit que quelque chose se brisait en lui, car son petit frère ne devrait pas s'occuper de lui. Il devrait jouer, rire, être un enfant. Mais au lieu de cela, il apprenait à consoler, à soutenir, à porter une douleur qui ne lui appartenait pas. Cette nuit-là, l'enfant ne put dormir. Il resta à regarder le plafond, pensant, se rappelant tout ce qu'il avait fait pour obtenir cette maison. Les heures de travail, la fatigue, la faim, la douleur dans les mains, dans le dos, dans l'âme, tout. Et maintenant, tout cela ne signifiait rien, parce qu'un homme avec des papiers plus vieux et plus de pouvoir avait décidé que cela ne signifiait rien, et il n'y avait rien qu'il pût faire. Il se leva, sortit dehors sous les étoiles, marcha jusqu'à la limite du terrain où commençait le forêt, et resta là, en silence, sentant le vent froid sur son visage, écoutant le chant des grillons, ne ressentant rien, car il était arrivé à un point où la douleur était si grande qu'il ne la sentait plus. Il était juste vide. Le lendemain, l'homme au costume sombre revint. Cette fois, il ne descendit pas de cheval. Il restait simplement là, à regarder la maison, à regarder la famille. « Avez-vous déjà commencé à faire vos bagages ?» demanda-t-il d'une voix froide. La mère sortit la tête haute, bien qu'elle fût brisée à l'intérieur. « Oui », l'homme acquiesça. « Bien, car dans 3 jours, je vais amener mes hommes et nous allons commencer à démolir cette ruine. » L'enfant sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. « Ce n'est pas une ruine !» cria-t-il, en faisant un pas en avant. « Nous l'avons réparée, nous avons travaillé, c'est notre maison !» L'homme le regarda sans émotion. C'était ta maison, elle ne l'est plus. Et il partit. L'enfant restait là, tremblant de rage, d'impuissance, de douleur. Et quand le son des sabots disparut, il tomba à genoux et cria. Il cria jusqu'à ce que sa gorge le brûle, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'air, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Sa mère courut vers lui, le serra fort, pleura avec lui. Et à ce moment-là, tous deux ressentirent la même chose, la défaite. Cette nuit-là, la famille se réunit pour la dernière fois dans la maison. Ils s'assirent au sol en silence. Les frères cadets dormaient blottis l'un contre l'autre. La mère regardait le mur sans expression. Et l'enfant regardait ses mains. Les mains qui avaient tant travaillé, qui avaient tant construit, qui avaient tant cru, et qui maintenant ne servaient plus à rien. « Tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça ?» dit soudain la mère. L'enfant la regarda. Elle avait des larmes aux yeux, mais elle ne coulait pas. « Le pire n'est pas de perdre la maison, continua-t-elle d'une voix cassée. Le pire, c'est que je vous ai fait croire que nous pouvions avoir quelque chose, que nous méritions quelque chose. Et maintenant vous allez grandir en sachant que ce n'est pas vrai. » L'enfant secoua la tête. « Non maman, ce n'est pas. »« Si, ça l'est, » l'interrompit-elle. « Et c'est ma faute, car j'aurais dû vous apprendre dès le début que les gens comme nous ne peuvent rien avoir. » L'enfant sentit quelque chose se déchirer en lui, car il n'avait jamais vu sa mère ainsi, si brisée, si perdue, si vide. Et il sut que ce n'était pas seulement eux qui avaient perdu la maison, c'était sa mère qui avait perdu quelque chose de bien plus important, l'espoir. Et sans espoir, que leur restait-il? L'enfant ferma les yeux, et pour la première fois de sa vie,
souhaitait n'avoir jamais rêvé. Car s'il n'avait jamais rêvé d'avoir une maison, alors cela ne ferait pas si mal de la perdre. Mais il était déjà trop tard. Il avait déjà rêvé, il avait déjà travaillé, il avait déjà cru. Et maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'éveiller et à accepter que le monde n'était pas fait pour les enfants comme lui, qu'il ne l'avait jamais été et qu'il ne le serait probablement jamais. Il restait 2 jours. 2 jours avant que l'homme ne revienne avec ses ouvriers pour qu'ils démolissent la maison, pour qu'ils effacent toute trace de ce qu'ils avaient construit. 2 jours avant qu'ils ne se retrouvent à nouveau sans rien. La mère avait presque tout emballé, les couvertures, les vêtements, les quelques assiettes qu'il possédait, tout était prêt pour le départ, mais il ne savait pas où aller. L'enfant passa la matinée dehors, assis par terre, à regarder la maison pour la dernière fois. Il voulait graver chaque détail dans sa mémoire, car il savait que lorsqu'il partirait, ce ne serait plus qu'une image dans son esprit, un souvenir douloureux de ce qui aurait pu être et qui ne fut pas. En milieu de matinée, sa mère sortit. « Mon fils », l'appela-t-elle d'une voix fatiguée, « j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. » L'enfant se leva, entra dans la maison. « De quoi as-tu besoin ?» Elle désigna l'une des pièces, la plus petite, celle qu'ils avaient utilisée pour ranger les outils et les restes de bois. « Nous devons tout sortir de là pour voir s'il y a quelque chose que nous pouvons emporter. » L'enfant acquiesça et ils commencèrent à travailler. Ils sortirent des vieilles boîtes, des planches cassées, des clous rouillés, des morceaux de tissu, tout ce qui s'était accumulé pendant les mois où ils avaient vécu là. Quand ils eurent fini, la pièce était vide, du moins le pensait-il. L'enfant était à point de sortir quand il entendit un bruit étrange, un craquement. Il s'arrêta, regarda vers le bas. L'une des planches du sol avait bougé sous son poids. « Maman » appela-t-il, « cette planche est détachée. » Elle s'approcha, la regarda. « Elle est probablement pourrie. Fais attention. » L'enfant s'accroupit, il toucha la planche. Effectivement, elle était détachée, mais elle ne semblait pas pourrie. Elle semblait intentionnellement détachée. « Maman, je crois que cette planche peut s'enlever. » Elle fronça les sourcils. Pourquoi quelqu'un voudrait-il enlever une planche du sol? L'enfant ne répondit pas. Il poussa simplement la planche avec précaution, et elle bougea. Elle se souleva avec facilité, comme si elle avait des charnières invisibles, et en dessous, il y avait un trou, un espace sombre, rectangulaire, comme un petit compartiment secret. L'enfant et sa mère se regardèrent. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'enfant glissa sa main avec précaution, sentant l'air froid qui sortait du trou. Ses doigts touchèrent quelque chose enveloppé dans du tissu. Il le sortit doucement. C'était un petit paquet pesant, enveloppé dans un vieux tissu jauni. Il le pesa sur le sol, le regarda. « Ouvre-le » dit sa mère d'une voix à peine audible. L'enfant défit le nœud avec des mains tremblantes. Le tissu tomba, et à l'intérieur, il y avait un document, un vieux papier jauni, plié avec soin. L'enfant l'ouvrit doucement, comme s'il allait se briser à tout moment, et commença à lire. Les lettres étaient anciennes, difficiles à comprendre, mais certains mots étaient clairs. Acte de propriété, terrain, héritier légitime. L'enfant sentit son cœur s'arrêter. « Maman, c'est un acte de propriété. » Elle s'agenouilla près lui, regarda le papier, lut, et ses yeux s'ouvrirent de plus en plus. Ça dit que ce terrain fait plus de 50 hectares. L'enfant la regarda sans comprendre. 50 hectares? Mais la maison est au milieu de nulle part. Il n'y a pas autant de terrain? Elle continua de lire, déplaçant son doigt sur les mots. Ici, il est dit que le terrain s'étend de la forêt au nord jusqu'à la rivière au sud, et du chemin à l'est jusqu'à la colline à l'ouest. L'enfant sentit quelque chose commencer à s'éveiller en lui. Cela signifie, elle acquiesça lentement, cela signifie que tout ce que nous voyons autour de cette maison, toute cette aire, appartient à cette propriété. L'enfant regarda par la fenêtre, vit la forêt, les champs, la colline lointaine, tout cela faisait partie de la propriété. Mais maman, si c'est vrai, alors, elle termina la phrase, alors cet homme n'a aucun droit sur cette maison. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'enfant regarda à nouveau le document, lut la date. Il datait d'il y a plus de 40 ans, bien avant que le père de l'homme au sombre ne soit censé acheter le terrain. Maman, si ce document est plus vieux que celui de cet homme, elle acquiesça, des larmes commençant à perler dans ses yeux. Alors, nous sommes les propriétaires légitimes. L'enfant sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était de la justice. Mais alors sa mère fronça les sourcils. Attends, il y a un nom ici. L'enfant s'approcha, regarda. Le nom du propriétaire original était écrit à l'encre noire d'une écriture élégante. Il le lut une fois, 2 fois, et sentit le monde s'arrêter. C'était le nom de famille de la famille qui leur avait vendu la maison. Le vieil homme, murmura l'enfant. C'est lui qui nous a vendu la maison. Et sa famille étaient les propriétaires originaux. Sa mère acquiesça. C'est pour ça qu'il savait que la maison était à vendre. Parce qu'elle appartenait à sa famille. L'enfant sentit que tout commençait à avoir du sens. Le vieil homme n'avait jamais menti. Il n'avait jamais vendu quelque chose qui n'était pas à lui. Il était l'héritier légitime, et ce document le prouvait. Nous devons lui montrer ça, dit l'enfant en se levant d'un bond. Nous devons montrer ça au vieil homme. Maintenant, sa mère l'arrêta. Attends, nous devons nous assurer que c'est réel, que ce n'est pas juste un vieux papier sans valeur. L'enfant la regarda. Maman, ce document était caché. Quelqu'un l'a mis là exprès pour le protéger, pour le garder. Elle regarda le papier, puis elle regarda son fils, et pour la première fois depuis des jours, elle sourit. Tu as raison. Ils coururent tous les deux sur le chemin de terre
terre sous le soleil brûlant. L'enfant tenait le document contre sa poitrine, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, car elle l'était. Ils arrivèrent à la cabane du vieil homme, haletant, à bout de souffle, et frappèrent à la porte. Le vieil homme ouvrit. Il les regarda avec surprise. « Que s'est-il passé? Vous allez bien ?» L'enfant tendit le document. « Nous avons trouvé ça. C'était caché sous le plancher de la maison. » Le vieil homme le prit, le regarda, et son expression passa de la surprise à l'incrédulité, puis à l'émotion. « C'est, murmura-t-il, d'une voix tremblante, c'est l'acte original. Vous le connaissiez ?» demanda la mère. Le vieil homme acquiesça, les larmes aux yeux. « Mon grand-père m'en avait parlé. Il disait qu'il existait, qu'il prouvait que le terrain était bien plus grand que ce que tout le monde pensait, mais personne ne l'a jamais trouvé. Nous pensions qu'il avait été perdu ou que quelqu'un l'avait volé. Mais il était là, dit l'enfant, tout ce temps. » Et le vieil homme le regarda. « Ton grand-père l'avait bien caché, mon garçon. Très bien. » Il lut le document lentement, soigneusement, et quand il eut fini, il laissa échapper un long soupir. « Cela change tout. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda la mère. Le vieil homme la regarda. « Cela signifie que cet homme n'a aucun droit sur la maison ni sur le terrain, car ce document est antérieur à toute réclamation qu'il pourrait avoir. » L'enfant sentit ses jambes trembler. « Alors, nous pouvons rester ?» Le vieil homme acquiesça. « Pas seulement ça. Selon ce document, vous possédez bien plus que la simple maison. » La mère cligna des yeux. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que le terrain que vous avez acheté comprend 50 hectares, la forêt, les champs, l'eau, tout. » L'enfant sentit le monde tourner. « Mais nous voulions seulement la maison. » Le vieil homme sourit. « Je le sais, mon fils, mais le destin avait d'autres plans. » Il y eut un silence rempli de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait ressenti depuis longtemps. Soulagement, espoir. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda la mère. Le vieil homme rangea le document avec soin. « Maintenant, nous attendons que cet homme revienne, et quand il le fera, nous lui montrerons ceci. » L'enfant regarda le vieil homme, puis regarda sa mère, et pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'il pouvait respirer, parce que la vérité était là tout le temps, attendant, caché sous une vieille planche dans une maison dont personne ne voulait. Et maintenant, cette vérité allait le sauver. Cette nuit-là, de retour à la maison, la famille se réunit. La mère déballa tout, les couvertures, les vêtements, les assiettes, car il n'avait plus à partir. Les frères cadets, sans tout comprendre, couraient joyeusement dans la maison, sentant que quelque chose de bon était arrivé. Et l'enfant resta debout dans la petite pièce, regardant le trou dans le sol, ce petit espace sombre qui avait gardé la vérité pendant si longtemps. Et il comprit quelque chose, que parfois les réponses que nous cherchons ne sont pas loin, elles sont juste sous nos pieds, attendant d'être trouvées. Et quand nous les trouvons, tout change. Le jour arriva, le jour où l'homme au costume sombre reviendrait avec ses ouvriers pour démolir la maison. Mais cette fois, la famille ne faisait pas ses bagages. Cette fois, ils attendaient. L'enfant se leva tôt, plus tôt que jamais, non par peur, mais pour autre chose, par anticipation. Il se lava le visage à l'eau froide, se peigna les cheveux avec ses doigts, mit ses vêtements les moins usés. Il voulait être prêt. Sa mère se préparait aussi, s'attachait les cheveux, se lavait les mains, mit son tablier propre. Elle ne dit rien, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, de la dignité. Les frères cadets prirent leur petit déjeuner en silence, sentant que quelque chose d'important allait se passer. Et en milieu de matinée, ils entendirent les chevaux. Ce n'était pas un seul. Cette fois, ils étaient plusieurs. L'enfant sortit, sa mère le suivit. Sur le chemin s'approchait l'homme au costume sombre, et derrière lui, 4 autres hommes, grands, avec des outils, des cordes, tout le nécessaire pour détruire. L'homme descendit de son cheval, regarda la maison, puis regarda la famille, et sourit. « Je vois que vous êtes encore là, » dit-il d'une voix froide. « Je vous avais prévenu. Maintenant, vous allez devoir partir pendant que nous travaillons. » La mère fit un pas en avant. « Nous ne partirons pas. » L'homme fronça les sourcils. « Pardon ? J'ai dit que nous ne partirons pas parce que cette maison est à nous, et que vous n'avez aucun droit sur elle. » L'homme laissa échapper un fier sec. « Vraiment ? Et comment comptez-vous le prouver ?» À ce moment-là, le vieil homme apparut sur le chemin, marchant lentement, avec un bâton dans une main et un document dans l'autre. L'homme au costume sombre le vit, et quelque chose dans son expression changea. « Qu'est-ce que vous faites ici, le vieux ?» Le vieil homme ne répondit pas. Il s'approcha simplement jusqu'à se tenir face à lui. « Je suis venu vous montrer quelque chose. » Il tendit le document. L'homme le regarda avec méfiance, mais il le prit, l'ouvrit, commença à lire, et à mesure qu'il lisait, son expression changea, de l'arrogance à la confusion, puis à l'incrédulité. « D'où sortez-vous ça ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « C'était dans la maison », répondit le vieil homme avec calme, caché, attendant d'être trouvé. L'homme relut, plus vite cette fois, comme s'il cherchait quelque chose, une erreur, une preuve que c'était faux. Mais il n'en trouva pas. « Ça ne peut pas être réel, » dit-il d'une voix dure. « Ce document a plus de 40 ans ?»« Exactement, » répondit le vieil homme. « 43 ans pour être précis. Et il est antérieur à tout document que vous pourriez avoir. » L'homme serra la mâchoire. « Mon père a acheté ce terrain il y a 30 ans. J'ai les papiers qui le prouvent. » Le vieil homme acquiesça. « C'est possible, mais les papiers de votre père ne valent rien si le terrain avait déjà un propriétaire légitime. Et ce propriétaire était mon grand-père, et ce document le prouve. » L'homme regarda le papier, puis regarda le vieil homme, puis regarda la famille, et pour la première fois, il ne sut quoi dire. « Ceci doit être vérifié par les autorités, » dit-il finalement. « Vous ne pouvez pas simplement me montrer un vieux papier et espérer que je m'en aille. »« Vous avez raison, » répondit le vieil homme. « C'est pourquoi hier je suis allé au registre du village et j'ai montré ce document. Et savez-vous ce qu'ils m'ont dit ?» L'homme ne répondit pas. Ils m'ont dit que ce document est légitime, qu'il est scellé, qu'il est signé et qu'il est antérieur à toute
autre réclamation sur ce terrain. Le vieil homme sortit un autre papier de sa poche, et ils m'ont donné ceci, une certification officielle qui confirme que ce terrain et cette maison appartiennent légalement à la famille qui l'a acheté, à cette famille. Il tendit le papier. L'homme le prit, le lut, et quelque chose dans son visage se brisa. Ce n'était pas seulement la défaite, c'était la honte, car il venait de comprendre qu'il avait menacé une famille innocente, qu'il avait tenté de leur voler la seule chose qu'il possédait, et que la vérité venait de démanteler tous ses mensonges. Commença-t-il à dire, mais il s'arrêta. Il regarda l'enfant, ses yeux qui le regardaient, sans haine, sans rancœur, seulement avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge, et il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la culpabilité. Je croyais, essaya-t-il encore, mais les mots ne sortaient pas, car il n'y avait pas de mots qui puissent justifier ce qu'il avait fait. Le vieil homme parla d'une voix ferme, mais pas cruelle. Vous croyez que parce que vous aviez le pouvoir, vous pouviez prendre ce que vous vouliez. Vous croyez que la justice était de votre côté seulement parce que vous le disiez, mais vous vous êtes trompé. L'homme baissa le regard. Je ne savais pas que, si, vous saviez, l'interrompit le vieil homme. Vous saviez que cette famille était pauvre, qu'elle ne pouvait pas se défendre, qu'elle n'avait pas de ressources, et pourtant vous avez décidé d'essayer de leur enlever le peu qu'ils avaient. Le silence qui suivit fut pesant. Les ouvriers qui étaient venus avec lui se regardèrent, mal à l'aise, ne sachant quoi faire. L'homme, au costume sombre, rangea les papiers. Lentement, il regarda la famille une dernière fois. « Je regrette », commença-t-il à dire, mais sa voix se cassa, et il ne finit pas sa phrase, car il savait qu'aucune excuse ne serait suffisante. Il monta sur son cheval sans rien dire de plus. Ses hommes le suivirent, et ils partirent par le même chemin qu'ils avaient emprunté pour venir, cette fois sans menace, sans arrogance, sans pouvoir, seulement dans le silence. Quand le bruit des chevaux disparut complètement, la mère laissa échapper un soupir long, profond, plein de soulagement. Et alors elle pleura, mais pas de tristesse, de libération. L'enfant la serra fort. « C'est fini, maman, c'est fini. » Elle le pressa contre sa poitrine. « Oui, mon fils, c'est fini. » Les frères cadets coururent vers eux, se joignirent à l'étreinte, et, pendant un moment, ils ne furent qu'une famille enlacée, unie, complète. Le vieil homme les observa de loin, avec un sourire, et quand il se retourna pour partir, l'enfant l'appela. « Monsieur, attendez. » Le vieil homme s'arrêta. L'enfant s'approcha, le regarda dans les yeux. « Merci pour tout, pour avoir cru en nous, pour nous avoir aidés, sauvés. » Le vieil homme secoua la tête. « Non, mon fils, ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. Vous vous êtes sauvé vous-même, en ne baissant pas les bras, en continuant à croire, en trouvant ce qui était caché. » Il posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Rappelle-toi ceci, mon garçon. La vérité est toujours là, parfois cachée, parfois oubliée, mais toujours là. Et quand tu la trouves, rien ne peut la vaincre. Ni le pouvoir, ni l'argent, ni les menaces. » L'enfant acquiesça, sentant que ces mots se gravaient dans son âme. Le vieil homme sourit et s'en alla en marchant lentement avec son bâton sur le chemin de terre. Et l'enfant resta là à le regarder partir, ressentant quelque chose de nouveau dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement du soulagement, ce n'était pas seulement de la joie, c'était quelque chose de plus profond. C'était la certitude qu'il avait appris quelque chose d'important, que la justice existe, que la vérité est plus forte que n'importe quel mensonge, et que parfois, quand tout semble perdu, le destin garde une réponse. Il faut seulement avoir le courage de la chercher. Cette nuit-là, la famille dîna ensemble dans sa maison, à sa table, dans son foyer. Ce n'était pas un dîner abondant, seulement du pain, du thé, quelques légumes. Mais c'était le dîner le plus heureux qu'ils aient eu depuis longtemps, car ils ne mangeaient pas avec la peur, ils mangeaient avec la paix. Après le dîner, la mère coucha les frères cadets, leur chanta une chanson douce, leur caressait les cheveux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et quand elle sortit, elle trouva l'enfant assis dehors sous les étoiles. Elle s'assit près de lui. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle d'une voix suave. L'enfant mit du temps à répondre. « Je pense à tout ce qui s'est passé, à la façon dont nous avons failli tout perdre, et à la façon dont, finalement, nous n'avons rien perdu. » Elle acquiesça. Ce fut un miracle. L'enfant secoua la tête. « Non, maman, ce n'était pas un miracle, c'était la justice. » Elle le regarda avec surprise. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que la vérité était là tout le temps. Nous devions seulement la trouver. Et quand nous l'avons trouvée, tout a changé. » La mère sourit, les larmes aux yeux. « Tu as raison, mon fils. Tu as tout à fait raison. » Ils restèrent en silence à regarder le ciel, et l'enfant pensa à quelque chose, que parfois le monde est injuste, que parfois les gens puissants essaient d'écraser ceux qui n'ont rien. Mais il pensa aussi à autre chose, que la vérité n'a pas besoin de pouvoir, elle n'a pas besoin d'argent, elle n'a pas besoin de menaces, elle a seulement besoin d'être trouvée. Et quand elle l'est, elle l'emporte sur tout le reste. L'enfant regarda la maison, sa maison, éclairée par la lumière de la lune, et sourit parce qu'il savait maintenant quelque chose qu'il ignorait auparavant, que tout le pouvoir ne l'emporte pas sur la vérité, et que parfois, ceux qui ont le moins sont ceux qui méritent le plus de gagner. Les jours qui suivirent furent différents, non parce que quelque chose de grand avait changé. La maison restait la même, le travail restait le même, la nourriture restait la même, mais tout semblait distinct, car maintenant,
Quand l'enfant se levait le matin, il ne le faisait plus avec la peur, il le faisait avec un but. La première décision qu'ils prirent en tant que famille fut simple. Ils n'allaient pas vendre le terrain. Plusieurs hommes du village s'approchèrent après avoir appris ce qui s'était passé. Ils offrirent de l'argent, de bons prix, des promesses de richesse. 50 hectares, disaient-ils. Vous pouvez en vendre la moitié et garder l'autre. Vous pouvez bien vivre. Vous pouvez avoir tout ce que vous n'avez jamais eu. Mais la mère les écoutait avec calme et répondait toujours la même chose. Non merci, cette terre n'est pas à vendre. Pourquoi pas, insistait-il. Vous pourriez avoir une vie meilleure. Elle souriait et regardait ses enfants. Nous avons déjà une vie meilleure. Et c'était vrai, car ils avaient appris quelque chose d'important, que la richesse n'était pas d'avoir beaucoup. Elle était de ne pas avoir peur de perdre ce que l'on possède. L'enfant commença à travailler la terre, non pas comme avant, non pour survivre, mais pour construire. Il planta du maïs, des haricots, des courges, de petits légumes qu'il pouvait manger et aussi vendre. Au début, il ne savait pas comment faire. Il commettait des erreurs. Les plantes séchaient, les graines ne poussaient pas. Mais il n'abandonna pas. Il demanda, il apprit, il essaya encore. Et peu à peu, la terre commença à répondre. Les premières pousses vertes apparurent après 2 semaines. Petites, fragiles, mais vivantes. L'enfant en prenait soin chaque jour, les arrosait, les protégeait du soleil trop fort, leur parlait, bien qu'il sût qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Et quelque chose d'étrange se passait. Quand il s'occupait de ces plantes, il sentait qu'il s'occupait de quelque chose de plus grand. Il s'occupait de l'avenir. Sa mère commençait aussi à travailler différemment. Elle trouva plus de travaux au village, ménage, couture, cuisine. Maintenant qu'il n'avait plus peur d'être expulsé, elle pouvait accepter des travaux plus longs. Elle pouvait planifier, elle pouvait épargner. Et chaque pièce qu'elle gagnait, elle la gardait dans une boîte en bois que l'enfant avait fabriquée de ses propres mains. Non pour acheter du luxe, mais pour être prêt si un jour les problèmes revenaient. Mais aussi pour pouvoir donner, car elle avait appris que quand on a quelque chose, si peu que ce soit, on a la responsabilité de le partager. Un jour, une femme du village arriva à la maison. Elle était vieille, portait des vêtements déchirés, avec les yeux fatigués. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix tremblante. On m'a dit qu'ici vit une famille bonne et je n'ai nulle part où loger ce soir. Pourriez-vous » Elle ne finit pas sa question, mais la mère comprit. « Entrez, lui dit-elle sans hésiter. Ici, il y a de la place. » Elle lui donna à manger, elle lui donna une couverture, lui donna un endroit où dormir. Et quand la femme partit le lendemain, elle pleura de gratitude. « Que Dieu vous bénisse », dit-elle d'une voix cassée. Peu de personnes auraient fait ce que vous avez fait. La mère la serra dans ses bras. Nous savons ce qu'il est que de n'avoir nulle part où aller. Et ces mots dirent tout. Les frères cadets grandirent vite. Celui de 5 ans commença à aider au champ. Petite tâche, porter de l'eau, ramasser des fruits, soigner les plantes. Pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Parce qu'il voyait son frère aîné travailler avec amour et qu'il voulait faire de même. Celui de 3 ans jouait encore, courait, riait. Mais maintenant, il le faisait dans sa propre maison, sur son propre terrain. Et cela faisait toute la différence. Parce que ce n'était pas un jeu prêté, c'était son propre jeu. Les mois passèrent. La terre commença à donner des fruits. Pas beaucoup, mais suffisamment. Le garçon apporta les premiers légumes au marché du village, les vendit et avec cet argent acheta plus de graines. Et le cycle continua. Planter, soigner, récolter, vendre, replanter. Ils ne devinrent pas riches, loin de là. Mais pour la première fois de leur vie, ils n'avaient pas faim. Un après-midi, le garçon travaillait dans le champ quand il vit quelque chose. Un groupe de personnes marchant sur le chemin. Des familles avec des enfants, des ballots sur le dos. Ils semblaient fatigués, perdus, effrayés. Le garçon posa son outil. Il s'approcha. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda un homme du groupe à la barbe grise et aux yeux tristes. Il répondit « Nous avons été expulsés de la ferme où nous travaillons. Nous n'avons nulle part où aller. » Le garçon les regarda et vit en eux ce qu'il avait été. Il vit la peur, le désespoir, le sentiment de n'avoir aucune place dans le monde. Et sans réfléchir à 2 fois, il dit « Vous pouvez rester ici pour cette nuit. Nous avons de la place. » L'homme le regarda avec surprise. « Vraiment ?» Le garçon hocha la tête. « Vraiment. » Cette nuit-là, plus de 10 personnes dînaient à la maison. Il n'y avait pas grand-chose, mais ils partagèrent ce qu'ils avaient. Du pain, des légumes, de l'eau et quelque chose de plus important, de l'espoir. Quand les familles partirent le lendemain, l'homme à la barbe grise s'approcha du garçon. « Merci mon garçon. Je ne sais pas comment te remercier. » Le garçon sourit. « Tu n'as pas à me remercier. Aide simplement quelqu'un d'autre quand tu le pourras. » L'homme hocha la tête, les larmes aux yeux, et s'en alla. Mais le garçon savait que cet homme se souviendrait de ce geste, et qu'un jour, quand il en aurait l'occasion, il ferait de même pour quelqu'un d'autre. C'était ainsi que le monde changeait. Non pas par de grands gestes, mais par de petits actes de bonté qui se multipliaient. 1 an s'était écoulé depuis qu'ils avaient trouvé le document caché. 1 an depuis qu'ils avaient vaincu l'homme au costume sombre. 1 an depuis qu'ils avaient appris que la vérité était plus forte que le pouvoir. Et maintenant, en regardant en arrière, le garçon pouvait à peine reconnaître la famille qu'ils avaient été. La maison n'était plus une ruine, c'était un foyer, avec des fenêtres réparées, un toit solide, une porte qui fermait bien. Le terrain n'était plus un morceau de terre oublié, c'était un champ cultivé, avec des rangées vertes, avec la vie qui poussait. Et la famille n'était plus un groupe de personnes effrayées et perdues, c'était une famille avec un but, avec de la dignité, avec la paix.